Yvan et Franck, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le plateau d'Etc. Vous êtes tous les deux juristes consultants au pôle affaires du Cridon Ouest. On va donc parler d'abord de ce régime des profits de construction occasionnelle. Et c'est vous, Yvan, d'abord, qui allez nous dire en quoi il consiste. Le principe de ce régime des profits de construction occasionnelle, c'est le fait qu'une personne fasse construire une maison ou une construction de manière générale sur un terrain qu'elle a acheté. Et lorsqu'elle revend cette maison, la vente relève d'un régime de plus-value spécifique, le régime des profits de construction occasionnelle, qui est prévu par le BOFIP, la doctrine fiscale. Et donc la particularité de ce régime est qu'on va avoir deux plus-values. Une plus-value relative au terrain, une plus-value relative à la construction. Et qu'en est-il quand le terrain acquis n'est pas nu, notamment ce qui comporte une ruine, et que l'acquéreur veut la rénover, par exemple ? En fait, le texte du BOFIP, de l'administration fiscale, vise la construction sur un terrain appartenant au cédant. Donc il mentionne uniquement la notion de terrain. Et on a une ancienne réponse ministérielle l'ESO du 29 juin 2010, qui indique justement que dans le cas où une personne avait acheté un immeuble en mauvais état et qu'elle l'a fait complètement rénover, on ne pouvait pas appliquer ce régime des profits de construction occasionnelle, puisque l'immeuble avait été acquis bâti à l'origine et que les travaux qui avaient été réalisés étaient des travaux réalisés après achèvement de l'immeuble. Puisqu'en effet, en principe, quand on a des travaux réalisés après achèvement d'un immeuble, ils sont pris en compte en majoration du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value. Donc ce régime des profits de construction occasionnelle, si je comprends bien, il n'est pas non plus applicable lorsque une personne qui a acquis une maison vient construire une extension et puis revend ensuite ensemble. C'est pareil. Ce serait la même logique, en effet. Le principe, c'est que dans ce cas-là, on va être sur des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration réalisés après l'achèvement du bien. Et c'est des travaux qui viennent en majoration du prix d'acquisition. Mais dans ce cas-là, on a un calcul d'une seule plus-value. Et on n'a pas le régime des profits de construction occasionnelle et deux plus-values. On avait un arrêt du Conseil d'État du 30 mars 2016 on a assez peu de jurisprudence sur ce point, mais celui-là visait le cas où une personne avait acquis un immeuble bâti, l'avait fait démolir, avait commencé des travaux de construction, mais avait vendu le bien inachevé. Et dans ce cas-là, le Conseil d'État a considéré qu'on ne pouvait pas appliquer le régime des profits de construction occasionnelle, notamment vu que le bien avait été acquis bâti. Donc le régime n'est pas applicable si le bien était initialement acquis bâti. C'est ça, c'est quand on fait construire sur un terrain nu sur lequel qu'on avait acquis. Alors Franck, dans le cas où s'applique ce régime qu'on évoque, sur quel prix d'acquisition on se base pour le calcul de la plus-value du terrain ? Alors pour la plus-value du terrain, le prix d'acquisition du terrain va être notre second terme de la différence. C'est la solution la plus logique, c'est l'administration qui nous indique la marche à suivre, et donc là on doit se reporter à l'acte d'acquisition du terrain, et donc au prix qui est stipulé dedans. Et qu'en est-il alors pour l'autre fraction de plus-value ? Quel prix d'acquisition on doit retenir pour le calcul de la plus-value liée à la construction ? Alors pour la construction, là ça va correspondre au coût des travaux de construction. Donc c'est assez large. L'administration fiscale nous dit qu'il va falloir prendre en compte les frais d'architecte, les taxes et les participations liées à la construction, et puis bien évidemment les factures des entrepreneurs de tous les corps d'État. On peut toutes les prendre en compte. Il faut bien faire attention, il faut prendre en compte uniquement celles qui sont liées, qui arrivent avant l'achèvement de l'immeuble, qui sont émises avant l'achèvement de l'immeuble. Oui, parce que la prise en compte des travaux effectués après achèvement, ça obéit à des règles qui sont un peu différentes. Alors si par exemple je ne fais pas appel à des entreprises pour la construction et que je construis moi-même le bâtiment, l'administration fiscale, est-ce qu'elle prévoit des règles particulières dans ce cas-là ? Oui, exactement. On va avoir la possibilité, si on construit soi-même sa maison, de prendre en compte les factures de matériaux que l'on aura achetées. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis, si on fait appel à de la main-d'œuvre, ça, on peut aussi en prendre en compte. On peut prendre ça en compte, donc les salaires versés ou les charges sociales, les cotisations sociales. Mais si j'ai fait mes travaux que moi j'ai fait, en tout cas mon travail à moi, non. Non, on ne peut pas valoriser le travail personnel du contribuable. Donc c'est plutôt un avantage globalement ou pas ? Plutôt, dans ce cadre-là, prendre en compte les matériaux notamment, c'est assez avantageux. Ouais.
Lorsque le régime s'applique, est-ce qu'il est possible de prendre en compte les dépenses des travaux réalisés après l'achèvement du bien? Yvan, plutôt sur ce sujet-là. En effet, le principe, c'est qu'elles ne sont pas prises en compte dans le prix d'acquisition, mais elles sont prises en compte en majoration du prix d'acquisition. Et là, il y a deux possibilités. Soit on prend en compte les frais réels, ou si la vente intervient plus de 5 ans après l'achèvement de la construction, on prend en compte le forfait de 15%. Comment doit être déterminé le prix de cession pour chacune des plus-values? Là, c'est là où c'est particulier, parce que l'administration fiscale n'a jamais donné aucune précision là-dessus. Donc, de toute façon, il faut ventiler, puisqu'il faut déterminer la partie du prix qui correspond au terrain et la partie qui correspond à la construction. Donc, on n'a aucun texte de l'administration fiscale. On a quelques indications cependant, notamment, il y a un arrêt qui avait été rendu du Conseil d'État, rendu le 15 février 2016, en matière d'impôt sur les sociétés, justement sur cette question de dissociation entre une valeur terrain et une valeur de construction. Et l'arrêt donne 3 méthodes à suivre dans un certain ordre de priorité pour déterminer cette valeur. Et la méthode principale, et celle qui serait le plus utilisable pour une plus-value des particuliers, c'est le fait de faire une comparaison avec des terrains vendus dans les environs et qui ont des caractéristiques similaires. Donc comme ça, on obtient une valeur du terrain et ça permet de déduire par la suite la valeur de la construction. Donc ce serait une méthode à suivre et de toute façon, on n'a pas d'autres consignes de l'administration fiscale sur cette question-là. Franck, comme pour toute plus-value immobilière, il y a donc un abattement évidemment qui s'applique. Alors dans ce cas-là, on le calcule comment? Il y a un abattement qui va s'appliquer, qui est lié à la durée de détention. Et comme on a 2 fractions de plus-value, on va avoir 2 abattements distincts. Pour la fraction de plus-value qui concerne le terrain, le taux d'abattement va dépendre de la date d'acquisition du terrain. Donc c'est vraiment finalement... Donc le début d'exécution des travaux, ça compte pas là? Pour le terrain, non, ça ne joue pas. Alors, pour ce qui est de la fraction de plus-value liée à la construction, là on va devoir prendre en compte la date de début d'exécution des travaux. Et normalement, ça coïncide avec la délivrance du récépissé de la déclaration d'ouverture de chantier qu'on aura faite. Et si la déclaration n'a pas été déposée alors, si ça n'a pas été déposé, on peut se fonder sur les factures des entrepreneurs qui sont intervenus pour la maçonnerie ou le terrassement, si c'est suffisamment probant, donc il y a quand même une part d'appréciation, ou alors des bons de commande des sociétés de construction, mais alors dans ce cas-là, il faut que ces bons de commande comprennent certaines mentions, la mention des acomptes qui doivent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Et comment ça se passe s'il y a un calcul qui aboutit à une plus-value et l'autre à une moins-value, Yvan, dans ce cas-là? En principe, en matière de plus-value immobilière, on ne peut pas imputer les moins-values sur les plus-values. Il y a une exception à ce principe, toujours une exception en droit fiscal, c'est la notion de vente d'un bien acquis par fraction successive. Donc quand on a acquis un bien en plusieurs fois et qu'on le vend en une fois, on a plusieurs plus-values et on peut, le cas échéant, si on a une moins-value, une plus-value, imputer la moins-value sur la plus-value. Et ce principe sera applicable ici en matière de profit de construction occasionnelle, puisque on a 2 plus-values, et puis comme on a vu pour la durée de détention, on retient 2 dates différentes. Let's go!